Bonjour à tous, à toutes et à tous. Alors on va partir sur une thématique, sur un vecteur d'attractivité pour la France, un de ses atouts. On va parler enseignement supérieur et on va parler recherche. Et c'est un grand plaisir, et je vous dis un grand merci, de recevoir avec nous notre ministre, Patrick Hetzel, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc on va parler enseignement supérieur et recherche. Et j'imagine un petit peu IA aussi, parce que c'est connecté. Alors j'ai pris quelques notes, monsieur le ministre, si vous me permettez, quelques faits d'armes. N'hésitez pas à m'interrompre ou à compléter. Vous êtes déjà un universitaire distingué, puisque vous êtes titulaire d'un doctorat en sciences de gestion. Vous avez été professeur des universités, entre autres, et vous avez exercé dans de très brillantes de ces universités. Vous avez été recteur d'académie de Limoges. C'est bien Blanquer. Dans votre parcours politique, je crois que vous avez entamé cette année votre 4e mandat de député du Bas-Rhin. Vous êtes reconnu pour votre implication dans les domaines de l'éducation, de la recherche, ainsi que les sujets sociétaux. Vous avez été conseiller éducation auprès du Premier ministre François Fillon. Vous êtes un proche de notre actuel Premier ministre et vous avez été très actif dans la réforme des universités. Je me réjouis de vous avoir ici avec nous. Merci, monsieur le ministre. Alors, avant de démarrer cette interview, je vais quand même vous parler un petit peu de moi, qui représente mes confrères ici. Je suis président, directeur général de Hewlett-Packard d'entreprise en France. Notre métier, nous, c'est quoi? C'est de mettre en œuvre ces infrastructures du numérique, ces supercalculateurs qui vont être utilisés notamment dans le cadre de l'IA. La France, pour moi, mais la France pour HPE, c'est un peu une histoire d'amour. Ça fait 60 ans qu'on est implanté sur le territoire, 8 points de présence, 1300 collaborateurs, 3 centres d'expertise et d'innovation mondiaux, c'est-à-dire que l'expertise française travaille pour des produits et des solutions au niveau mondial. Nous avons des partenariats importants avec des acteurs aussi de la recherche, le GENSI, le CINES, pour mettre en œuvre ces supercalculateurs. Donc je suis très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui et je vais démarrer l'interview, monsieur le ministre, si vous me permettez, avec, peut-être pour tout le monde ici, un rappel de votre feuille de route que vous avez communiquée. Et dans celle-ci, notamment, j'aimerais vous demander de développer un petit peu la place d'impact pour la recherche avec les entreprises afin d'augmenter la part des dépenses privées en R&D. Alors, en quoi consisterait ce plan? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'informations? Merci. Merci beaucoup, Monsieur Degré. Tout d'abord, je voudrais évidemment en profiter pour vous saluer toutes et tous, vous dire que c'est un immense plaisir que de pouvoir être parmi vous et à travers cette intervention, là aussi, vous sensibilisez à un certain nombre d'atouts pour notre pays. Et vous évoquiez la feuille de route, je l'ai présentée la semaine dernière. Elle s'articule autour de 3 grandes priorités. La première, elle concerne l'offre de formation. C'est accompagner et former les étudiants aux défis de demain. Ça, c'est vraiment... et donc, à travers cela aussi, quelque chose que je porte depuis une bonne vingtaine d'années autour de la nécessité de rapprocher notre offre de formation des questions d'insertion professionnelle et donc du monde socio-économique. Deuxième aspect, investir pour innover et accroître l'impact de la recherche, parce qu'on voit bien que nous avons encore des progrès à faire pour rapprocher secteur privé, secteur public en matière de recherche. Et puis enfin, responsabiliser, évaluer, simplifier pour améliorer l'ensemble du système. Alors, vous évoquiez cette question du pacte pour la recherche. Pour moi, ce pacte, il doit avant tout permettre d'avoir un effet de levier sur notre écosystème. En tant que ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, évidemment, je suis extrêmement attaché à ce que notre appareil de formation et par voie de conséquence l'ensemble de notre enseignement supérieur soit aussi orienté vers les meilleures connaissances disponibles et donc faire aussi cette grande proximité avec l'univers de la recherche. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est que si nous voulons décliner aussi la recherche en innovation, ça passe évidemment par l'ensemble de
l'appareil de formation, parce que c'est comme ça que l'on va diffuser les innovations. Et donc, là, on a un travail à faire aussi pour, ça a été dit lors de la table ronde précédente, j'ai entendu un message très important qui est la dimension européenne. Je fais partie de ceux, peut-être aussi en raison de mon parcours et de mes origines géographiques, je suis extrêmement sensible au fait que si nous voulons rester dans la compétition, eh bien la France doit aussi s'articuler avec ses voisins européens et faire en sorte que notre recherche, eh bien, elle bénéficie, je dirais, d'investissements à l'échelle européenne, et je vais me battre pour cela. D'ailleurs, en vous quittant tout à l'heure, je vais rejoindre Bruxelles pour rencontrer aussi eh bien, les commissaires, pour les sensibiliser à la place de la recherche dans le prochain programme cadre, le 10e programme cadre qui va être développé. Et puis, vous évoquiez l'intelligence artificielle. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Je pense que vous êtes nombreux à être implantés ici en France, donc vous le savez. C'est l'un des domaines dans lesquels nous avons une longueur d'avance. C'est largement lié aussi au fait que quand on parle d'intelligence artificielle, on le sait, en amont, ça veut dire évidemment de l'algorithmie et ça veut dire des mathématiques. Nous avons une grande tradition dans ce domaine. Celle-ci s'est d'ailleurs exprimée à travers, je dirais, des prix qui sont régulièrement décernés à des Français avec les médailles Fields et comment dire, vous le savez, des acteurs qui sont, y compris des GAFAM, ont implanté des laboratoires ici en France parce qu'ils savent pertinemment qu'il y a là des pépites en matière de recherche. Donc cet écosystème, il faut que nous puissions évidemment le développer, et le pacte pour la recherche doit aussi évidemment y contribuer. Merci Monsieur le Ministre. Alors vous venez de l'évoquer, mais vous évoquez également la volonté d'accélérer le développement ainsi que l'adoption de l'IA. Alors vous venez de l'aborder un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres mesures? Est-ce qu'il y a d'autres priorités? Alors oui, dans ce plan, en fait, ce qu'on constate, c'est que la France, globalement, n'investit pas assez en matière de R&D. Ça, on est à 2,2% du PIB. Nos voisins allemands sont à 3,1%. La moyenne de l'OCDE est à 2,7%. Donc, il faut qu'on puisse mettre la démultiplier. Et donc, cet effort, eh bien, il faut que nous le fassions dans le secteur public, dans le secteur privé, mais que nous allions aussi capter les ressources qui sont d'ailleurs disponibles. En ce moment, c'est encore le financement du 9e programme et je constate par exemple que entre le secteur public et le secteur privé, nous pouvons encore aller capter ces financements européens. Il faut que nous le fassions parce qu'en fait, il s'agit à travers cela d'investir pour l'avenir. Et en tant que représentant en France d'entreprises étrangères, je sais que vous partagez aussi cet objectif de ramener un maximum d'intensité de la recherche internationale sur le territoire français. Et une entreprise comme la vôtre, mais je pense que c'est là aussi une question partagée, peuvent aussi contribuer à faire en sorte que l'écosystème se développe encore davantage. En tout cas, nous avons les mêmes buts et nous faisons, je pense, face aux mêmes difficultés. C'est de faire en sorte que l'on puisse avoir des échanges avec les meilleurs établissements d'enseignement supérieur et de recherche pour que des partenariats puissent être tissés en la matière. Et je tiens à insister sur un point, ça va aussi passer par des relations de confiance. Et donc, en étant présent ici ce soir, je tenais aussi à insister que le message que je fais passer à la fois auprès des chercheurs du secteur public et de l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur, c'est de dire, eh bien, nous devons travailler en confiance avec l'écosystème économique parce que c'est comme ça que nous pourrons aussi créer de la valeur et je suis extrêmement attaché au fait que notre enseignement supérieur et notre recherche prennent pleinement leur part à la création de richesses et au développement évidemment aussi de notre souveraineté. Vous pouvez compter sur nous, Monsieur le Ministre. Vous venez d'en parler, là aussi, collaboration université-entreprise. L'innovation, les chercheurs, le monde universitaire va vite.
Les industriels vont très vite aussi. Il est absolument essentiel de collaborer, bien évidemment. Est-ce qu'en termes de formation, de parcours de l'enseignement supérieur, il doit aussi y avoir des rapprochements, des collaborations ? Alors oui, ça aussi c'est évidemment un point important. Il faut qu'on puisse, faire en sorte que notre enseignement supérieur d'abord, tisse des relations. J'ai aussi fortement mis l'accent sur le fait qu'il faut encore continuer à développer l'apprentissage, qui est l'une des voies qui va permettre aussi de tisser ces liens, parce que je crois que quand des jeunes sont en apprentissage, l'énorme avantage, c'est qu'ils vont connaître évidemment le monde de l'entreprise et leur insertion sera mieux assurée. Donc c'est aussi un outil qui est au service de toutes les entreprises. On est aujourd'hui pas très loin d'1 million d'apprentis. C'est une première manière de faire. Nous avons aussi l'occasion de développer des contrats. Alors, dans notre jargon, on appelle ça les contrats CIFRE. Pour le dire autrement, ce sont des contrats qui permettent à des jeunes qui sont en doctorat de pouvoir être recrutés par une entreprise et adossés à un laboratoire de recherche. Et là, l'objectif, c'est de faire évidemment du transfert aussi de technologie et du transfert évidemment de connaissances entre le laboratoire et bien entendu l'entreprise. Et ça aussi, ce sont des dispositifs qui sont des leviers extrêmement intéressants pour que ces relations évidemment soient d'une grande proximité. C'est aussi l'occasion d'insister sur le fait que les regroupements d'universités qui ont pu avoir lieu au cours de ces dernières années ont aussi pour objectif de permettre de couvrir l'ensemble du spectre des connaissances, et ça aussi c'est quelque chose qui peut largement être au service de l'écosystème économique. Alors on a une chose dont on n'a pas parlé, mais qui est importante pour nous. Ça sort un petit peu du cadre, mais je sais que c'est important pour nous tous ici. On souhaite investir, on veut innover, on veut faire briller la France. Crédit impôt recherche, vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors d'abord pour le crédit impôt recherche, que les choses soient très claires, vous avez dû le voir, mais c'est toujours mieux de le rappeler, il a été sanctuarisé. J'ai, moi, un écosystème qui est celui du secteur public où parfois il y a des messages qui sont passés en disant est-ce qu'il ne faudrait pas redéployer une partie de ce crédit impôt recherche vers le secteur public. Je considère que ce qui est important, c'est qu'il y ait une double dynamique. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup aussi sur la question de confiance. Dans l'idée de pacte, il y a cette volonté de dire il faut qu'on se retrouve, secteur public, secteur privé, pour faire en sorte que, on puisse développer ensemble cette dynamique. Le crédit impôt recherche est là aussi quelque chose d'extrêmement important, et je pense que permet de faire cette petite incise. Il y a quelques semaines, lorsque j'étais encore député, j'ai sur ma propre circonscription une entreprise qui est l'un des leaders mondiaux dans le domaine de la machine agricole, Kuhn, 1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel. Cette entreprise est une entreprise à capitaux étrangers, l'occurrence suisse, et donc je sais ce que c'est pour des dirigeants que de devoir parfois convaincre aussi un board qui peut avoir des choix à l'échelle européenne, où il peut y avoir des investissements, pas simplement en France, mais sur d'autres territoires européens. Et en réalité, ce que j'ai toujours constaté et qui est une grande constante, c'est que l'un des points quand même importants de différenciation et qui permet aussi quelque sorte de consolider une argumentation consistant à dire il faut continuer à investir en France, c'est justement le fait qu'il y ait ce dispositif de crédit impôt recherche, et c'est aussi l'occasion à travers cela, parce que le crédit impôt recherche est aussi l'occasion de pouvoir faire le pontage avec l'écosystème de la formation, faire en sorte que l'on dispose d'une main-d'œuvre et là aussi de personnel suffisamment qualifié
pour que ce qui est développé en matière de recherche puisse après se déployer sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Ça, ce sont aussi des points, en tout cas, où on peut encore faire la différence avec d'autres territoires avec lesquels on peut être amené à être en concurrence sur d'autres aspects qui peuvent être notamment ceux du coût de la main-d'œuvre. Merci beaucoup. Alors, je vais vous poser une dernière question qu'on a déjà posée à certains des ministres qui nous ont rendu visite aujourd'hui. Elle est très simple. Alors, vous avez déjà évoqué un certain nombre de points. Si vous pouviez nous donner, ou donnez-nous 3 raisons pour lesquelles notre board, nos investisseurs, doivent investir en France. Qu'est-ce qu'on en dit, les 3 choses? Alors, en fait, première chose, en France, le point clé, c'est qu'on a quand même un fantastique outil de formation. Il est extrêmement diversifié. Il est aussi très complémentaire. Parfois, le fait d'avoir à la fois des grandes écoles, des universités, je considère que c'est une richesse. Ça n'est pas du tout un handicap. Donc déjà, un outil de formation. Un outil de formation qui s'appuie aussi sur une recherche de qualité, qui elle-même est aussi fortement liée à des organismes de recherche. Ces organismes de recherche, vous les connaissez, ils ont développé des stratégies très importantes, qu'il s'agisse du CNRS, de l'INSERM, de l'INRIA, etc. Les partenariats aussi entre les universités, les grandes écoles et les organismes de recherche se sont fortement intensifiés. Donc, première chose, on a un écosystème d'enseignement supérieur et de recherche qui est quand même extrêmement développé. Deuxième raison, nous avons aussi comme atout, à mon sens, d'être business friendly, et vous évoquiez vous-même le dispositif du crédit impôt recherche. Je pense que celui-ci, en tant que tel, est aussi un élément important. Et puis ensuite, je crois que l'autre levier, c'est que non seulement en matière de recherche, nous avons des domaines de pointe, mais vous avez à plusieurs reprises évoqué ici l'intelligence artificielle. Je reste persuadé que ce sera aussi le levier qui va permettre de réaliser des transformations extrêmement importantes dans les chaînes de valeur, et ceci dans beaucoup de domaines. Et je ne veux pas être trop long sur ce sujet, mais simplement pour vous en donner une illustration. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est que l'effet transformant qui est déjà en train d'apparaître avec le développement de l'intelligence artificielle va nécessiter une évolution de plus en plus forte des niveaux de compétences. Et donc, il faudra des personnels, y compris formés à des niveaux très élevés, master, doctorat. Et là aussi, je pense que la France, ayant une longueur d'avance en la matière et la force de frappe que nous développons autour de cette question, permettra aussi, je pense, de faire la différence et donc de créer de la valeur d'une manière différente. En tout cas, l'IA est pour moi un potentiel extrêmement fort, différenciant, où la France est capable, là aussi, d'être en leadership, non seulement au niveau européen, mais peut-être aussi au niveau mondial. Et je terminerai en insistant sur le fait que ce que nous cherchons à faire à travers l'intelligence artificielle, c'est aussi d'insister sur le fait qu'il y a des valeurs qui sont spécifiques aussi à l'Europe en la matière, frugalité, éthique en matière d'IA. Et puis, vous le savez, c'est le leitmotiv d'un certain nombre de nos chercheurs, mais c'est fantastique, c'est de se rendre compte que la culture a aussi un rôle décisif à jouer. Raphaël Gaillard, qui a écrit sur l'homme augmenté, etc., insiste sur le fait que si vous voulez de l'intelligence artificielle, l'IA se développe de manière intelligente lorsque l'IA est en train de lire. Et là, je crois que c'est un message que nous pouvons passer dans le système éducatif. La lecture crée l'intelligence, et je pense que là aussi, nous avons quelque chose qui est en notre faveur, je pense, le fait que tout cela peut aussi s'ancrer dans un univers culturel avec des sciences humaines et sociales qui permettront en quelque sorte de donner une chaleur ajoutée à la valeur ajoutée. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Très instructif, vous nous avez donné envie. Et comptez sur nous. Merci à vous.